refait la séance. Avec, on l'a déjà présenté, c'est pas la peine, et aussi Eric Léoui, président de L-Finance. Toujours un plaisir de vous retrouver tous les lundis. Aussi. Et Marc Daguerre qui nous rejoint ce soir, qui nous accompagne. Salut Marc. Bonsoir Guillaume. Ravi de vous retrouver aussi, président fondateur de DT Expert. C'est vous qui allez nous présenter une méthode peut-être innovante, alternative pour anticiper le potentiel des marchés. Vous pouvez nous présenter de quoi il s'agit là en l'occurrence ? Oui, tout à fait. En fait, on est parti d'un principe, ça vient d'une anecdote antérieure, il y a longtemps, je ne citerai pas le cabinet, mais on recevait des... On les salue. Oui, on les salue. On recevait des spreadsheets comme ça, et on recevait un spreadsheet où ils nous donnaient toutes les valeurs du CAC en donnant leurs tendances, haussier, baissier, achat fort, etc. Et ils donnaient leurs tendances sur le CAC. Et on avait remarqué qu'ils étaient haussiers, on va dire à peu près sur 75% du CAC, et ils étaient baissiers sur le CAC, ce qui est quand même quasi impossible. Donc on est parti du principe de faire un indice de cohérence. Donc on a pris les valeurs du CAC, on a mis les pondérations de toutes les valeurs du CAC, et on a décidé de mettre un avis haussier, baissier sur chaque valeur du CAC, mais on a fait un coefficient de pondération. Donc si on est haussier sur l'LVMH, ça va faire 13 points de CAC, alors que si on est haussier sur Unibail, ça va faire 1,5. Et finalement, toutes les semaines, on regarde le panel du CAC, on donne notre avis sur chaque valeur, et ça nous donne, au final, un biais sur le CAC, où on peut être haussier à 60, 65. Donc quand on sent que c'est mitigé, on est plus prudent. Parfois, on a plus de points de baisse, parfois on a plus de points de hausse, et on a fait un... Ça marche ou pas ? Il y a un historique il y a un historique, et en fait, oui, effectivement, le delta de différence entre ce qu'on donne, nous, en pondération et l'évolution du CAC est très faible en fait. Donc ça marche plutôt bien. Alors vous nous direz dans un instant ce que vous voyez venir du coup pour certaines valeurs, le CAC, c'est intéressant, on essaie de mesurer le potentiel à venir. En plus on change de trimestre là Eric, fin du premier trimestre, le mois d'avril arrive, c'est une bonne nouvelle sans doute puisque le mois d'avril en bourse c'est le meilleur mois de l'année. Le meilleur arrive. Non, vous n'avez pas convaincu, non. Écoutez, avec Donald Trump aux manettes, moi ça fait 3 mois que je me fais défoncer sur les réseaux sociaux en disant que Donald Trump n'a aucune politique économique cohérente, que sa politique de droit de douane va dans le mur, qu'on va vers une stagflation aux États-Unis. Maintenant, toute la presse américaine en parle, non pas que je sois précurseur, mais enfin, franchement, quand on voit ce que fait le bonhomme, vous pouvez vous dire que même si le mois d'avril est traditionnellement bon, on peut toujours avoir des secousses. Alors maintenant, c'est vrai que c'est mercredi, Liberation Day, le jour de la libération. Enfin, moi, ça me fait marrer cette histoire de journée spéciale sur BFM Business, mercredi, consacrée au droit de douane. Oui, vous savez pourquoi ça me fait marrer ? Parce que Donald Trump, dans sa grande stratégie économique, voudrait supprimer l'impôt sur le revenu et se dire que finalement, on met à la place des droits de douane. Sauf que l'impôt sur le revenu aux États-Unis, c'est 2000 milliards de dollars par an, alors que les droits de douane, c'est simplement 80 milliards. Donc on va m'expliquer de combien il faudrait qu'il augmente les droits de douane pour compenser la suppression de l'impôt sur le revenu. Donc moi, je trouve qu'on est quand même dans une période assez compliquée. Maintenant, il y a un petit truc un peu bizarre. Moi, je me demande si autant les investisseurs n'avaient pas compris ce qu'allait faire Donald Trump, autant là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu trop de panique sur les marchés et que pour peu que mercredi, notre ami Donald Trump parle de droits de douane, mais un petit peu plus mesuré, on pourrait peut-être avoir un renversement sur certains indices, parce qu'on a quand même beaucoup baissé sur le Dow, sur le S&P, sur le Nasdaq. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas négatif à terme, mais je pense que l'essentiel de la baisse, sauf sur certaines valeurs comme Tesla, sur lesquelles je continue à rester ultra négatif, je dis si mercredi, il ne va pas au-delà de ce qu'on peut imaginer, si on ne peut pas avoir une bonne surprise en fin de semaine, pour peu que le chiffre du chômage américain soit un petit peu meilleur que prévu. Moi, juste, c'est un truc que j'ai oublié de dire à la clôture, on est au plus bas depuis le 20 janvier. Sur le CAC. Ah, 20 janvier. Le 20 janvier. Investiture. Oui. Ah tiens, quelle coïncidence, effectivement. C'est la fin de ce premier trimestre. Il y a une valeur, on ne va pas parler des valeurs de la défense, on sait qu'elles ont beaucoup progressé, on en a beaucoup parlé. Donc hors défense, est-ce qu'il y a une valeur qui vous a particulièrement surpris ou un secteur là sur le premier trimestre ? Secteur bancaire, bien évidemment. Oui. Soggen plus 50, BNP plus 30, Crédit Agricole plus 25. Le price to book qui était à 0,4, 0,5 il y a 3 mois est remonté maintenant entre 0,7 et 0,8. Il est que à 0,5 sur la Société Générale qui était très en retard. Ça fait du bien. Pourquoi ? Les droits de douane, finalement, les banques françaises sont pas tellement sujettes aux droits de douane. Et puis quand même, ce fameux bazooka budgétaire de 500 milliards fait beaucoup de bien, notamment à l'Europe, et notamment au secteur bancaire, sur lequel je pense qu'on peut encore être un petit peu positif. Même si on allait vers une récession, Goldman Sachs désormais voit 35% de probabilité d'une récession aux États-Unis. Ça aurait un impact aussi ici ou pas cette fois, parce qu'on va beaucoup investir et donc... Non, mais évidemment que ça aurait un impact, mais il y a quand même une décote encore de 20% des banques européennes par rapport aux banques américaines. Bien évidemment que s'il y a une récession, s'il y a une chute des marchés américains, on le voit aujourd'hui, les marchés européens baisseront. Mais ce que je dois dire, j'étais agréablement surpris parce que personne ne voyait les banques rebondir. De même que dans les flops, j'en parle 15 secondes parce que c'était peut-être pas le sujet, personne n'aurait pu penser que Kering se retrouve divisé par 3,5 par rapport à son plus haut historique, 190 €. Moi, très franchement, sur cette valeur, je ne sais plus quoi dire parce qu'on était à 17 fois de PER la semaine dernière, on est tombé à 15 fois. Et moi, je me dis encore une fois, je vais être peut-être un peu contrariant, je vais peut-être choquer mon ami Antoine. Je me dis que si la prochaine publication, on attend moins 25 sur Gucci, si on était un petit peu meilleur, peut-être qu'il y aurait du rachat de short parce qu'il y a quand même beaucoup
beaucoup de hedge qui sont vendeurs sur cette valeur. Donc, il y a peut-être un coup à tenter là-dessus. Je le disais à 200, ça vaut 190, j'aurais raison un jour, mais bon. Marc, vous présentez cet outil donc intéressant, alternatif pour mesurer le potentiel à venir sur les valeurs. Vous, Kering, là, qui en finit pas de baisser encore ce soir, moins 4% encore aujourd'hui, Kering, c'est un point d'entrée ou ça non, pour moi, c'est pas un point d'entrée. Ça fait longtemps qu'on le dit. Comme Eric l'a dit, je le disais à tel niveau, à tel niveau. Alors, effectivement, il a dit j'aurais raison une fois. Moi, je me méfie beaucoup de ça. D'abord, j'attrape pas un couteau qui tombe, jamais. Et je préfère, quand je veux revenir sur une valeur, plutôt que d'essayer à tout prix d'acheter un bottom, je préfère attendre d'avoir un signal de retournement. Parce que sur Kering, on vient de tellement haut que si jamais à un moment il y a un rebond, on aura largement le temps et du potentiel pour pas être obligé de rentrer dans le meilleur timing. D'accord. Et du coup, où est-ce que vous voyez le potentiel là? Sur quel titre encore une fois, cette méthode alternative que vous nous avez présentée au début. Alors là, aujourd'hui, ce que je vous disais avant de venir, c'est que vu l'état du marché là maintenant tout de suite à court terme, j'ai du mal à trouver des valeurs vraiment positives. Il y a des valeurs un peu défensives, mais c'est difficile. Alors les valeurs justement de défense, elles sont déjà très très haut, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont s'arrêter, mais il peut y avoir une correction intermédiaire. Donc là, moi j'ai plutôt pas mal de valeurs que je trouve plutôt baissières. Le luxe va très mal, hein. LVMH se pète la gueule. Hermès, c'est la valeur la plus solide française, très certainement. Bon, elle souffre aussi, à moindre coût, mais elle souffre aussi. Moi, là, je me positionnerais plutôt sur des valeurs à la baisse à court terme. Voilà. Et donc Michelin, par exemple, ce que j'aime bien sur Michelin, c'est qu'on est en haut d'un rebond, donc en termes de timing, c'est très bien. Et des valeurs comme Pernod, je pense qu'il y a un potentiel de baisse énorme. Oh là là. Et c'est des valeurs que moi j'ai shorté là actuellement. Donc voilà. Mais on a un portefeuille qui est essentiellement exposé à la baisse. D'accord, c'est pas optimiste ça. Nouveau trimestre qui arrive. Alors, avec un bémol, c'est que nous on est sur du court terme quand même. Hein. Sur des produits dérivés comme Turbo, si on perd déjà 3-4% sur une valeur, on est déjà très content. Donc c'est pas comme si j'attendais une grosse catastrophe. Eric, peut-être à plus long terme, une valeur sur laquelle vous misez peut-être pour le deuxième trimestre qui va s'ouvrir demain en bourse. Non, mais je vous ai dit, il y a peut-être un coup à tenter sur Kering, et puis il y a un autre coup à tenter. Non, mais attendez, moi, si je vous dis Air Liquide et L'Oréal, ne m'invitez plus. Non, mais je trouve que sur Rémy Cointreau, non mais franchement, pour peu que la Chine, comme on l'a vu sur les droits... Parce que moi, ma grande idée, c'est que la Chine, elle va recapitaliser des banques commerciales chinoises, ça a été annoncé aujourd'hui. Je pense qu'ils vont relancer leur économie. Et moi, ma grande idée, quand même, quand vous avez un taux d'épargne des ménages qui représente 30%, il faut qu'ils relancent la consommation. Et je pense qu'il peut y avoir à terme une alliance Chine-Europe contre les États-Unis. Je ne sais pas par quel biais ça aura lieu, mais dans ce cas de figure, peut-être que sur les spiritueux, ça va un petit peu se calmer. Et c'est vrai que Rémy Cointreau est tombé sur un PER de 16. Alors vous allez me dire, mais attendez, vous êtes complètement gâteux, c'est très cher, sauf que la moyenne historique... Complètement gâteux, c'est très cher. La moyenne historique, c'est 32. Donc s'il y a un coup à jouer, il y a peut-être Rémy Cointreau entre 43 et 45. Moi, le catalyseur, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la Chine qui veut vraiment faire ami-ami avec l'Europe pour contrer la guerre commerciale avec les États-Unis. Et ça sent depuis quelques jours. Il y a des rapports beaucoup plus sereins, causant entre France et Chine. Il y a le patron des syndicats du cognac qui est parti plaider sa cause là-bas. Apparemment, ça nous a valu... Et puis les droits de douane jusqu'en juin ou juillet, je crois. Voilà, ça a été reporté. On a des diplomates chinois qui nous disent oui, mais nos rapports avec la France ont toujours été très amicaux, très fructueux. Ils nous font plein de mamour, là, les Chinois. On sent que il y a peut-être... de toute façon, ils veulent tous damer le pion à Trump. Maintenant, Trump, ça tout le monde contre lui. Si on peut en profiter, ça peut être un catalyseur pour des secteurs qui ont besoin justement que ça aille bien en Chine. Donc Pernod et Rémy Cointreau qui ont été shortés, vendus. Enfin, bon, c'est pas permis, quoi. Non, mais après, Marc n'a pas la même stratégie. Marc, il va shorter ou va acheter des turbo-puts. Ça va perdre 3%. Pernod va perdre 3%, il va gagner 40% parce qu'il y aura un effet levier de 10. Mais on peut pas dire à nos auditeurs, nous, écoutez, shorter du Pernod ou acheter des turbo-calls avec un effet levier de 60. Sinon, parce que les produits sont compliqués. C'est vous, Ubisoft? C'est bien stressant aussi. Non, c'est pas moi. Ce soir, moins 12%. Je fais pas du poker. Moi. Non, mais j'ai jamais été positif là, sur Ubisoft. C'est Tencent qui doit être content parce qu'ils vont pouvoir les ramasser une bouchée de pain. Mais oui, c'est ça. Encore moins 12%. Ils ont pas fini pas. Leur plan était bon. C'est le Kering du jeu vidéo. On met notre meilleure marque, on met nos meilleurs actifs dans une structure qui va prendre de la valeur. Tencent qui rentre au capital et rien n'y fait. Et ça perd 12% pour rien là. Enfin, les jeux vidéo, moi je trouve que c'est très compliqué. C'est comme les clubs de foot en bourse, c'est très compliqué.
pour peu que vous loupiez un jeu, vous perdez oui. moins 20 ou moins 30. Moi, j'ai toujours eu du mal à analyser ce type de secteur. Comme la biotech, alors. La biotech. Les amis Morel et Prom ce soir, parce qu'ils perdent une licence au Venezuela. Il y a aussi ces tensions entre Washington et le Venezuela. Washington tente d'étouffer le régime de Nicolas Maduro et le retire des licences. C'est le cas pour Morel et Prom. Le titre perd 14,5%. 30% de la production, 23% des réserves. Après, je suis un peu plus réservé quand même sur Morel et Prom. C'est quand même un groupe d'Indonésie qui s'appelle Permira, je crois, où je me trompe peut-être, qu'à 71% du capital. Et ils sont bien diversifiés entre l'Angola, entre la Tanzanie, entre le Botswana. Ça vaut 5 à 6 fois les bénéfices sur Morel et Prom. Moi, je pense qu'il faut quand même y revenir. On va attendre que finisse cette folie autour de Maduro, du Venezuela, de Trump. Mais Morel et Prom, ça paraît être intéressant, surtout si vous pensez que le pétrole va monter. Morel et Prom, c'est quand même une valeur très volatile. Donc 14%, c'est à relativiser un petit peu par rapport à d'autres. Ah oui. C'est pas 14% sur Total, quoi. Oui. Merci messieurs. La clôture. On refait la séance chaque soir après cette clôture. On a perdu ce soir 1,6%. Antoine, dans de gros volumes, hein, c'est ça, 5 milliards. 5 milliards 2. Ouais, pas mal pour cette dernière du trimestre, effectivement. Merci à Marc Daguerre et donc votre outil pour anticiper et surtout agir à très très court terme sur les marchés. Oui, on le sort sur d'autres indices. Hein. DT expert, Eric Ewing, président de L-Finance. Salut Eric. Salut mon cher Guillaume. Merci d'être passé. Au revoir à tous. Merci Antoine. Salut Eric. À tout de suite Antoine, dans le 18h Éco avec Guillaume Paul. Bonne soirée à tous.